si ça vous va. Donc, j'ai Oui. entendu dire que Marc Chagall disait qu'il n'avait pas à commenter ses œuvres parce que c'était ceux qui les recevaient qui étaient plus en mesure de le faire. Et donc, j'ai pensé que ça pouvait me permettre de me défiler pour ne pas parler de ce livre. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas Marc Chagall. Je ne suis pas Marc Chagall. Et en plus, ceux qui ont lu le livre le savent, je dois beaucoup à notre communauté, à Adat Shalom. Même si je suis perplexe en utilisant ce mot de communauté et le mot de nous, j'ai d'ailleurs été toujours frappé par le fait qu'en hébreu, anachnu m'a donné l'idée qu'il y avait quelque chose comme Dieu qui se reposait en nous, ou bien nous qui nous reposions en Dieu. Enfin, il y avait quelque chose dans ce anachnu qui est très très beau, comme dans tous les mots hébreux, avec plein de polysémies. Enfin, tout ça pour dire que j'ai une dette à votre égard qui m'oblige à ne pas botter en touche et donc à ne pas faire comme Max Chagall, et que ce livre a creusé cette dette puisqu'il ne serait pas né sans mon passage ici, à Dat Shalom. Il ne serait pas né sans vous. Et maintenant que je vois qu'il y a les Cassuto qui sont ici, il ne serait pas né non plus sans les Cassuto. Alors j'ai dit ne pas botter en touche, mais en fait, ça ne serait pas vraiment mon écriture, parce que mon écriture ne cesse de botter en touche, justement. Et je me suis demandé si ce n'était pas une manière de penser, puisque cette tendance à la digression me vient justement de ma mère. Pour exemple, quand nous traversions l'Espagne dans un sens ou dans l'autre pour aller au Maroc dans les années 60, ce qu'on a fait beaucoup parce qu'on habitait au Maroc, et on faisait donc Paris-Rabat fort souvent. Et je ne sais pas si vous imaginez les grands plateaux castillans tout jaunes, avec des routes à deux voies où il fallait doubler des gros camions Pegasus qui dégorgeaient une fumée noire. C'était donc un très long pinceau, et en même temps quelque chose d'assez mythique, cette traversée de l'Espagne. Et il y avait dans cette traversée des grands panneaux, comme il y en avait en Espagne, des grands panneaux publicitaires avec marqué Con Iberia ya habría llegado. Ce qui veut dire, comme tout le monde a compris, avec Iberia, vous seriez déjà arrivé, ce qui était assez cruel pour ceux qui roulaient en voiture pendant des heures et même des jours. Et en fait, ce mot, on le disait souvent à ma mère parce que justement, elle... למרות זאת, אנשים לא נשמעים להוראות. Ah, בעברית, טוב מאוד, אבל... bon, enfin, en tout cas, donc, ma mère, on disait ça à ma mère, con Iberia habría llegado, pour, pour lui dire que justement, elle faisait trop de digressions. Et j'ai pensé que c'était en fait cette façon de faire des digressions qui avait une forme d'empreinte mentale, comme on dit des empreintes digitales, d'empreinte mentale. Et quand j'ai lu un petit peu, quand je suis trouvé devant le Midrash et le Talmud, et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de cette empreinte mentale que je retrouvais là, qui était comme une rencontre. Donc digression dans l'écriture. Et puis ça continue avec les citations. Les citations aussi, c'est une matière très importante dans la littérature hébraïque, comme on le sait. Citation dont ce livre est rempli, comme celle d'Henri Michaud, qui n'est pas dans le livre d'ailleurs, parce que au moment de prendre la parole, c'est une citation qui me vient en tête. Surtout qu'on m'a appelé, enfin, je ne sais pas si c'est Tony ou Charlie qui a parlé de maître. Donc voilà une citation d'Henri Michaud. Quoi qu'il t'arrive, ne te laisse jamais aller, faute suprême, à te croire maître, même pas un maître à mal penser. Il te reste beaucoup à faire, énormément, presque tout. La mort cueillera un fruit encore vert. Donc, s'il s'agit de parler de mon livre, j'ai 1 heure à peu près, c'est une grande étendue, et je n'aime pas parler, c'est pour ça que j'écris. Parce que quand j'écris, je suis seul, et je ne suis pas sûr d'aimer ceux qui ne me comprendraient pas. L'écriture le permet. Celui qui ne comprend pas abandonne. Ce qui est moins le cas d'un auditoire captif, même si vous pouvez partir un par un, comme dans la symphonie des adieux, en l'occurrence par Zoom, vos visages peuvent disparaître. Bon, c'est bizarre Zoom quand même, hein. Je n'aime pas parler, mais je me soigne, et donc j'écris. Il semble que je devrais pouvoir revendiquer, un mot que j'aime pas trop, un texte dont je suis l'auteur, même si j'en suis déjà loin, et le défendre devant vous.
devant ma synagogue, ma communauté et même ma communauté juive. Je n'ose y croire, mais puisqu'il s'agit de vous, je me permets de commencer par la question d'être juif, qui est une question personnelle. Je pense que c'est une question personnelle pour tout le monde, en fait, mais j'ai lu un jour sur un hebdomadaire l'affirmation de Liliane Thuram, qui est un footballeur que vous connaissez peut-être, et c'est marqué sur les journaux « On ne naît pas noir, on le devient ». C'est une citation reprise de celle de Simone de Beauvoir, je crois « On ne naît pas femme, on le devient ». Et alors, je vais peut-être une provocation, et pour ma part, j'ai l'impression d'être né juif. Et alors, immédiatement, je me contredis, puisque je suis né dans une famille dont toute identité était exclue. Mais il faut croire que la présence de ma grand-mère maternelle juive, bien que souffrante et ignorante de toute tradition autre que culinaire, suffisait à faire planer sur nous quelque chose qui nous différenciait, pas plus. Comme il y a loin de là à notre synagogue. D'autres fidèles ici ont certainement des trajets similaires. Si je détaille un peu ce trajet, ce n'est pas pour parler de moi, même si c'est le seul sujet que j'ai l'impression de connaître un peu, sinon de maîtriser, mais pour rendre grâce à l'honneur qui m'est fait d'être accueilli ici. Honneur immense. Je suis né juif sans contenu et sans nom, dans un milieu où l'idée de religion était marquée par l'interdit et par la dérision. Ce qui reste le cas, il me semble important de savoir qu'il s'agit toujours, si j'ose dire, de l'eau de notre aquarium. J'ai entendu dire qu'il y avait des siècles ou des époques où il était inconcevable de vivre sans l'idée de Dieu. À l'inverse, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'idée de Dieu est inconcevable aujourd'hui, peut-être même pour beaucoup de croyants. Mais j'ai suivi un ami, Daniel, je ne sais pas s'il est présent, mais je l'ai suivi, je ne sais pas s'il est présent parce que je crois que lui, je lui ai donné le lien pendant des années. Je suis là. Ah, Daniel est là. De notre première année de médecine jusqu'en Israël, c'est lui qui m'a emmené en Israël, plus de 20 ans. J'ai tourné des années autour des synagogues sans oser en pousser la porte, tant l'idée d'une pratique religieuse était marquée par l'interdit de notre milieu matérialiste, scientifique. Il y a peut-être des pistes pour être matérialiste tout en étant religieux. Bon, je pense à Yeshayahu Leibovitz, je pense à Maïmonide, à d'autres sans doute, peut-être à Charlie, peut-être à Robert Zitoun. Mais même si je connais l'existence de ces pistes, je ne suis pas sûr d'en être vraiment proche. Parce que le matérialisme dont je parle, et dont je suis issu dans le fond, excluait le religieux, et la synagogue a fortiori. Donc j'y suis entré par l'hébreu. J'ai commencé par prendre des cours au MJLF, j'ai suivi nombre d'enseignements, dont ceux du rabbin Berkovitz. Ma reconnaissance envers lui est grande, et plus encore envers d'autres ici présents, qui m'ont accueilli et encouragé. Du MJLF, j'ai poursuivi Charlie jusqu'à Hadat Shalom. Et Rivonne, et Tony, et Catherine Gabay, avec qui je continue à traduire du Midrash, vous tous qui m'avez accueilli avec bienveillance, et en Israël avec Jean Pisante. Je vous passe les détails des rencontres qui mériteraient chaque fois d'être écrites et d'être décrites, parce que il s'est passé beaucoup de choses. Ma reconnaissance est infinie, je m'en acquitterai jamais, à la mesure de ce qu'ils m'ont offert. Un pas de côté, pourtant, permettrait-il d'appréhender le mécanisme à l'œuvre dans cette confrontation à partir de l'hébreu et du texte? Comment ça marche? Qu'est-ce qui, dans l'hébreu, nous appelle? Qu'est-ce qui fait que la lecture d'un psaume, d'une histoire, d'une mitzvah, la formulation d'une mitzvah, résonne en quelqu'un qui en était resté toute sa vie d'adulte ignorant? Qu'est-ce qui se passe dans le texte? Que se passe-t-il au moment de la lecture de la lettre, du mot, du verset, qui fait qu'on se transforme, non par magie, à quoi se laisserait aller une nature faible en quête d'une réponse toute faite, comme si l'Arzor Bet Shuvah, revenir à la réponse, c'était attendre une réponse. Non, moi, je n'ai pas du tout compris ça. Mais pour répondre soi-même à un texte autre, une hétéronomie. Dans l'Arzor Bet Shuvah, parce qu'un jour, une prof d'hébreu m'a qualifié
Choser Betchouva, j'entends que la Teshuvah, la réponse n'est pas celle qu'on vous fait, mais la nôtre. C'est ce qui m'a frappé à découvrir que le religieux n'est pas un mode d'emploi auquel il faut être conforme, mais un dialogue avec le texte, un rapport à des strates de signification dont j'ai à répondre au moment de leur mise en œuvre dans le réel. Tout ça pour dire, on est loin du livre, me direz-vous, mais on va y arriver, que ces années sont majeures pour moi, et a posteriori, je me demande si elles ne sont pas la mise en œuvre à mon échelle microscopique d'une révélation. J'ai pourtant récusé cette idée devant des proches qui me voyaient étudier ou me faire circoncire comme si j'étais dirigé par je ne sais quelle voie, alors que je n'éprouvais aucun changement ni dans ma foi, qui est toujours dubitative, ni envers mon travail ou envers ce que j'aimais, si ce n'est dans l'impression de travailler mieux ou d'aimer mieux. Et de fil en aiguille, je suis monté à la Torah. D'autres ici ont éprouvé la même émotion, seraient en mesure d'en retracer mieux les étapes. Aujourd'hui, c'est pour dire une nouvelle fois que prendre la parole devant vous, au sein de la synagogue, est un honneur qui reste pour mon moi ancien, qui est toujours présent, inimaginable. J'ai parlé de rencontres, qui suppose qu'on ait parlé. Eh bien, l'écriture, c'est peut-être qu'on ne peut pas parler, ou que personne n'écoute, sans doute. Parler, écouter et être entendu. Passage l'un à l'autre, écouter et répondre, en hébreu, qui peut être lachouv, en fait aussi la'anot, lachouv dont la déclinaison des sens, enfin les deux verbes ont des déclinaisons de sens complètement différentes. Hein. On voit plutôt la paix dans lachouv et dans la'anot, beaucoup de choses beaucoup plus compliquées. Enfin, je bute sur cet entre-deux, cette idée de rencontre, cette suspension, ce déploiement du langage, dans lequel j'imagine qu'il y a justement celui qui a parlé et le monde fut. Hein. Cet entre-deux, dans l'interlocution, renvoie à l'interprétation que j'ai entendue de Léon Ashkenazi. En fait, j'ai jamais entendu Léon Ashkenazi, comme vous l'imaginez, Manitou. J'en ai beaucoup entendu parler. Je n'ai jamais eu, évidemment, l'honneur, la chance de le voir ni de l'entendre. Mais j'étais tombé sur cette interprétation qu'on m'a rapportée d'Exode 33, 11, que je mentionne d'ailleurs dans le livre, sur ce fameux verset, Vayedaber Moshe el Adonai panim al panim, ka'asher yedaber ish el re'u, qui est traduit en général par l'idée que Moïse parle à Dieu comme un homme à son prochain. Et la dracha de Manitou était que Moïse parle à Dieu lorsqu'un homme parle à son prochain. Et ça m'a beaucoup frappé, cette idée, effectivement, que la possibilité même qu'il se passe quelque chose dans une rencontre, dans une parole, dans une interlocution, soit justement dans cette suspension, dans ce passage, quelque chose qui était de l'ordre du divin. Donc on se prend au charme d'écrire, parce que je ne sais pas parler, donc j'écris, comme si ça créait quelque chose, et parfois qu'on s'y trouvait bien. Donc, je ne suis pas un théoricien, j'écris depuis toujours, tous les jours, et à force d'écrire, la langue sonne d'une certaine manière, et c'est aussi cette musique qui m'importe. J'y reviendrai à la fin. Alors pour en venir enfin aux amis de ma mère, les amis de ma mère, donc c'est la rencontre de ce quotidien d'écriture avec l'intention de dire quelque chose de ma mère et de ses amis. Ce qui revient évidemment à l'idée juive, car la mère de ma mère était juive, comme je l'écris. Je ne sais si je suis devenu juif pour me rapprocher de ma mère, ou si j'ai écrit sur ma mère pour mieux comprendre l'être juif ou pour être mieux juif. C'est en tout cas cette circularité qui a produit des amis de ma mère. Il ne faut pas croire que je n'ai pas travaillé un peu pour en donner l'idée, mais c'est vrai que ce n'est pas construit a priori. J'aime l'idée de mise en œuvre du journal, que j'ai retravaillé beaucoup d'années, beaucoup de pages, un certain nombre de rencontres, des lectures, des aventures, des voyages, déposés dans le texte recopié et reconstruit par touche, puzzle, mosaïque, jusqu'à se regrouper dans le plan. Alors si jamais c'est facile pour toi, Charlie, de projeter le plan, mais c'est juste pour
peut-être, voilà, si c'est pas, enfin, en tout cas, ce plan simplissime qui apparaît à la fin du livre. Donc, à Paris, je cherche Israël, de retour à Paris, j'espère Israël. Donc, une circularité, une répétition changeante. Chaque fois, ça change un tout petit peu, c'est chaque fois un tout petit peu différent. Chaque jour, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, comme on dit. Et cette circularité, comme on dit en hébreu, l'échanot, qui à chaque tour avance en grignotant un peu de résistance à une forme de vérité. En fin de compte, ce n'est qu'un livre, mais j'y ai mis ce que je pouvais trouver à propos des amis. L'intention est dans le titre, Les amis de ma mère, qui m'est apparu en Sicile devant la baie de Castelmar, auprès d'une de ses amies, Giuliana. J'ai pensé devant elle qu'avec 3 autres noms d'enfance, Lucette, Claire et Claude, elle tissait autour de ma mère un réseau signifiant. Signifiant quoi, je ne le savais pas. Mais au moins l'idée qu'elle se parlait encore après 80 ans, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, donc vous savez ce que c'est, l'amitié, quel que soit comment on l'appelle, 80, 40, 60, 80, 100 ans, ça bouge mais ça tient, elle s'aimait. Tout d'un coup, je pense à Bernard Aurès quand il dit le émet à la fin de notre office. Bon, sans commentaire si vous voulez, il y a quelque chose qui tient. En tout cas, elles étaient quelque chose l'une pour l'autre, et elles réalisaient une forme de résistance à l'espace et au temps, dans lequel l'écriture telle que je l'entends pouvait trouver matière, c'est-à-dire l'immatériel. C'est ce qui s'est passé. Je suis allé à Tel Aviv, Palerme, Tunis, Berkeley et Paris, et j'ai suivi les fils qui m'ont ramené à l'idée juive, peut-être celle d'appartenir à un livre ou de me faire lire. Bon, je ne vais pas paraphraser le livre dont nous lirons 4 passages courts, mais je peux évoquer des questions qui le traversent, qui se faufilent en lui et le faufilent. Donc les 4 parcours de ses amis, nés en 1935-36, 3 d'entre elles à Tunis, Juliana à Tripoli, puis Tunis en 38, ma mère à Alençon, Tunis en 39 pour fuir puisqu'elle était à Nancy avec sa mère. Tunis était un abri, évidemment, quelque chose d'une inversion aujourd'hui, puisque Tunis n'est plus vraiment un abri. Au contraire, des identités non identiques, ça m'importe beaucoup, parce que ma mère est, si j'ose dire, à moitié française, Julienne est à moitié italienne, et que les juifs tunisiennes allaient n'être plus tunisiennes, sachant, comme chacun sait, que le judaïsme tunisien était traversé par une division profonde, si possible encore plus qu'entre Ashkénazes et séfarades, entre Livournais et Tounsi. Et bon, je le dis dans le livre, enfin, tout le monde le sait, ceux qui sont passés à Tunis, qui a un cimetière coupé en deux, etc. Leurs parcours apparaissent dans le livre, depuis Tunis, Paris, Palerme, Tel Aviv, Berkeley. Ce qui est sûr, personne n'est resté à Tunis. Un lech lecha, si je veux dire, obligatoire. Mais Tunis est resté en chacune, et pour ma mère, pour les souvenirs de ma mère, pour mon enfance, c'est ce qui compte pour moi, Tunis et les amis. Donc j'ai bien eu l'idée d'abandonner, parce que j'ai toujours envie d'abandonner. Et puis, il faut croire que cette idée m'a soutenu, puisqu'elle m'a obligé, dans le fond, à continuer, à écrire, à y aller, à faire ces voyages. Et quand je dis que j'ai l'idée d'abandonner, c'est qu'effectivement, il y a dans l'écriture, ou dans ce que j'en entendais, une forme de passivité à l'égard de l'idée et du langage. Ça rejoint quelque chose du religieux. Une phrase qu'on répétait souvent dans les années de formation. Mes années de formation ne sont pas terminées, il faut croire. C'est les années 70. Les années 70, on répétait une phrase de Freud, que tout le monde connaît, mais qui était comme un fétiche peut-être. C'était « Wo es war, soll ich werden ».
Et il y avait même une traduction de Derrida qui disait « Là où ça est, il me faut advenir ». Et ça supposait que pour attraper quelque chose de sa pensée, il fallait oser une forme de laisser-aller dans le langage qui laisse venir une rencontre. Que ce est-ce que ce ça soit habité par l'idée juive, je ne sais pas si c'est la Torah, je ne sais pas si c'est autre chose. Enfin, il y avait quelque chose de, si j'ose dire, plus fort que moi. J'ai trouvé, il y a très longtemps, dans Balzac, une toute petite phrase qui a donné un peu son titre de gloire à cette histoire de laisser aller. C'est dans Le Cousin Pons, quand il défend l'esthétique d'un éventail de Watteau, et qu'il a eu pour pas cher parce que le brocanteur ne savait pas. Et il décrit sur son achat en disant « Je dépliais négligemment l'éventail, contenant mon admiration, regardant froidement ces deux petits tableaux. » Et donc, il les décrit comme d'un laisser-aller, d'une exécution à ravir. Je tenais l'éventail de Madame de Pompadour, et il dit « Watteau s'est exténué à composer cela. » C'est-à-dire que l'idée à la fois de laisser aller, d'une forme de passivité, qu'on laisser aller, qu'on identifie à une forme de paresse ou quelque chose comme ça, avec au contraire une extrême attention et une extrême, quasiment une façon de mourir en créant, dans cette création qui s'est laissée aller. Ça m'avait beaucoup touché il y a très longtemps, et donc j'aime bien ce terme de laisser aller. Voilà. Et effectivement, cette espèce de passivité, parce que dans le fond, il y a eu l'idée, et il y a eu la mise en œuvre, et il y a eu l'écriture de cette mise en œuvre, ça rejoint un rapport religieux que je rencontre et dont je rencontre en même temps, puisque je parle de Pessah, je parle de plein de choses dans le livre comme ça, ou un rapport religieux au langage, une mystique du langage, si j'ose dire, et non un rapport religieux qui serait indépendant ou autonome par rapport au langage. Bon. Ces développements abstraits interviennent dans la réalité de cette enquête, les voyages, leur mise en forme. Il y a quelque chose il s'est passé quelque chose dont le livre témoigne. C'est dans le journal de cette enquête, c'est le journal de cette enquête qui finit par devenir un livre. Et pendant le même temps, c'était aussi le journal de ma mère, qui a souffert parallèlement d'une affection neurologique un peu menaçante et qui a été soignée. Voilà comment est arrivé ce livre. Mais il ne serait pas un livre s'il n'avait pas abouti à une forme. Donc j'ai parlé de ce mode d'écriture, du laisser-aller, de la quête d'une parole et d'un appel, c'est-à-dire du fait que cette parole qui se laisse aller est aussi un appel, et la crainte d'une rencontre. Donc il y a dans cet appel vers l'autre une crainte, une peur, on le verra dans le texte. Donc j'ai donné l'objet, les amis, les voyages, une histoire vraie, mais ça ne serait rien si ce n'était pas en vue d'une forme. Donc j'ai parlé d'une langue qui se fait à travers l'écriture quotidienne. Je suis ni cuisinier ni vigneron, mais je dirais qu'il faut qu'elle repose, ensuite qu'elle retravaille pour aboutir à quelque chose qui a à voir avec un mot difficile qui est la poésie, en fait. Donc c'est un travail qui suppose la lecture à voix haute, beaucoup de repassages sur le même texte. Voilà. Donc j'espère vous en donner l'idée en lisant. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire pour introduire le texte. Maintenant, on avait prévu de lire 4 fragments avec Tony, Charlie et Elisabeth qui m'ont fait le grand honneur de participer à cette présentation. Voilà. Je ne sais pas si j'enchaîne d'emblée sur le début, si ça vous va. Oui, c'est bon.
peux donner les pages. Donc là je commence. Donc moi, je lirai simplement les deux premières pages, deux premières pages et demie. Hein. Donc ça s'appelle À Paris, puisque ça commence ici. Je me berçais de rêves, d'Alençon à Tunis en bateau et de Palerme en Israël, un voyage pour écrire les amis, mais jamais je n'ai pu faire un plan, ce qui n'empêche pas d'écrire, mais évite que le lecteur s'y retrouve, le lecteur, celui pour qui j'écris. Comme le poissonnier arrache la peau d'une sole, sa main m'arracherait le cœur, souffrance qui justifie la crainte de Dieu. Celui pour qui j'écris sait ce qui fait le charme et que la vie s'étend de façon rhizomique, mot qui ne fait pas rire parce qu'il y a la guerre. Je m'attelle au projet pour parler des amis comme une bombe explose quand sa matière atteint sa masse critique, puisque ma mère et moi sommes un et ses amis la représentent. Vous parlez des amis sans plan que l'énergie qui me sépare de ma mère, sachant que la force du lien est au-delà du mot amour. Un projet qui résiste, de voyager pour retrouver ces femmes, fait que je ne commencerai le livre qu'après être allé à Tunis, Palerme, Tel Aviv. Sans travailler, c'est pas possible. Il faut que je travaille et que la nuit je monte dans la soupente écrire et le matin je cours sans guide que cette liberté de me diriger vers ma mère et ses amis de Tunis, Palerme, Tel Aviv, Paris, ces villes, ne serait-ce que leur nom. Ainsi j'écris comme quand je cours pour faire le tour de ma maison. Fascination des mots, lapsus machinae des morts, comme si je courais vers ma mort pour qu'elle précède celle de ma mère après laquelle je ne vivrai plus. À partir du moment où l'on considère les mots comme une matière, il est très agréable de s'en occuper, écrit Francis Ponge. Traiter la langue comme une chose, écrit Valère Novarina, comme le schizophrène se fascine des paquets de réels que les mots ont arrachés de lui, sans plan, ce qui oblige à revenir à la cible, qui est aussi le départ, comme on trace une étoile partie et revenue au centre, création, révélation, rédemption. Les amis de ma mère comme moyen de la remettre au centre, puisqu'en elle j'ai trouvé la matière dont je ferai mon livre, développé depuis nos chromosomes, cytoplasme et mitochondries, pour montrer que j'en sais quelque chose, alors que quand on sait tout, on ne sait rien. Les mitochondries sont ces organites voués à produire l'énergie par l'oxydation des substrats, celle dont je parle, depuis l'ovocyte de ma mère qui m'a donné naissance, unique dans le Midrash. Cette cellule dont je suis issu, pourvu qu'elle ait été abordée par le flagelle minuscule devant l'ovocyte de ma mère, dans son énergie singulière qui lui a fait remonter la glaire cervicale aux protéines intelligentes, au point que ma mère a choisi celui qui ferait parler d'elle vers l'ovocyte s'y fondre. Celui-ci pénétrait le monde des mitochondries de ma mère, né de là pour que mes doigts crépitent à saisir l'origine, lancé pour parler de ma mère jusqu'à atteindre la masse de chair qu'elle m'a confiée dans ses organites porteurs d'un matériel génétique indépendant, au point que l'hypothèse qu'il s'agit d'un micro-organisme exogène a été soulevée, je crois. Cours d'histoire naturelle et de géographie, si je décris les villes, pour l'instant par leur nom, Tunis, Tel Aviv, Palerme, lapsus machinae, Parlem comme de parler aimer, Berkeley. Quand on n'est plus capable de trouer le réel à l'aide de la fiction, il importe d'utiliser contre lui des éléments du réel même, à la manière dont les tailleurs d'une pierre ont pu tailler celle-ci avec une pierre plus dure. J'utilise ma mère pure plus que n'importe quelle fiction pour trouver le réel et y faire circuler la vie. C'était le premier texte et c'était l'introduction, enfin le départ du livre. Donc nous avions décidé avec Philippe et sur ses suggestions, après chaque lecture, de laisser le temps de l'échange. Donc, bien entendu, après chacune des lectures, surtout celle de Philippe, mais après les 3 autres lectures, c'est à Philippe que vous vous adressez. Nous nous ferons seulement des liseurs. Alors, Philippe a déjà lu, et puis parlez-en, il n'y a aucun... Voilà, comme vous l'avez entendu, jamais le mot entendu n'était aussi adéquat. Hein. Alors, bon, c'est à vous, on vous donnera la parole. Vous levez la main, parce que c'est plus facile, vous êtes nombreux, et Charlie vous donnera la parole. Pendant que quelqu'un parle, les autres gardent toujours les micros fermés. À vous. Hein. J'ai lu votre lecture avec grand plaisir, parce que c'est exactement la phrase que j'avais retenue pour vous poser la première question. Alors, je vous la pose tout simplement. Vous dites, le lecteur s'y retrouve. Le lecteur, celui par qui j'écris, etc., etc. Alors, ma question est la suivante. Pouvez-vous m'expliquer comment le lecteur doit et peut se retrouver
dans votre roman? Ben, c'est une bonne question, mais justement, au début, je dis que j'explique, j'ai dit évite que le lecteur s'y retrouve. C'est-à-dire que si je dis sans plan, c'est effectivement qu'il y a peut-être, enfin, j'affiche une intention de brouiller un petit peu les pistes, ça c'est clair, puisque je le dis à la troisième ligne, c'est sûr. Maintenant, comme je le dis, à partir du moment où je le dis, je pense que il faut passer outre, puisque j'affiche cet écran qui est celui de, on peut appeler l'écriture automatique ou une forme de... donc ce que j'ai défendu un petit peu dans mon texte d'introduction, c'est l'idée qu'il y avait une modalité d'écriture qui était... qui cherchait dans... bon, on peut parler de l'inconscient ou on peut parler de vérités un petit peu dérangeantes qui sont intérieures et qui n'apparaissent que par des associations d'idées un peu imprévues, par des digressions, etc. Maintenant, il me semble que le propos du livre qui est clairement exprimé en même temps que cette défiance à l'égard du lecteur, c'est-à-dire je vais chercher ma mère entre ses amis, ce propos, il va être, disons, il va être mené à bien et il donne un rythme et une cible à cette écriture. C'est-à-dire que même si il y a une sorte de flou de cette façon, il est clair que le projet, c'est d'aller dans les villes, c'est d'aller voir les amis, c'est de se rappeler des souvenirs, de rappeler des traumatismes et, et donc d'évoquer la présence de ces femmes et de ma mère au milieu d'elles. Vous voyez, si j'ai répondu à votre... C'est-à-dire que je ne tiens pas à être opaque au lecteur. Hein. Simplement, il me semble qu'il y a des vérités, si j'ose dire, qui ne peuvent s'attraper que par là. Voilà. Merci beaucoup. Oui. D'autres interventions? Est-ce que je peux parler? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je pense que si on ne se laisse pas conduire, si on ne se laisse pas bercer par la poésie et par le projet de Philippe, c'est pas une écriture cartésienne, et si on ne se laisse pas bercer et conduire, on ne peut pas rentrer dans la magie de ce livre. Et d'autre part, cette écriture très personnelle, c'est ça qui, au fond, est intéressant. Je pense que c'est le but, et si on n'adhère pas à ça, alors bien sûr, on passe à côté. Je pense que c'est Laurie qui parle. Oui, Mathieu derrière le... oui, je crois, oui, sa voix. Voilà. Et Daniel, bien juste. Alors, nous, c'est simple. Hein. C'est les amis de ma mère en roman. Est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est plus la forme d'un journal que d'un roman. Voilà. La question, c'est pourquoi roman et pas journal ou un équivalent? Alors, c'est vrai que le terme de roman est un petit peu passe-partout, peut-être. Bon. Dans le fond, j'ai un grand référent littéraire, j'ose à peine le dire, mais c'est Michel Leiris. Michel Leiris a écrit toute sa vie un journal et il en a fait des textes littéraires, donc L'âge d'homme ou la règle du jeu, surtout la règle du jeu, qui sont directement issus du journal et qui sont des textes d'une grande tenue littéraire. Voilà, donc je pense, je n'ai pas fait exprès de faire comme Michel Leiris, mais disons que c'est quelqu'un, effectivement, là encore, que j'ai rencontré dans ce type d'écriture. Parce que si je donnais le journal cash, ce n'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il y a évidemment des chronologies qui ne sont pas comme ça. Il y a
il y a beaucoup de retravail du journal et beaucoup de retravail de son rythme, justement de ce rythme poétique que je cherche, etc., qui n'apparaît pas à la première rédaction du journal. Les collages de citations, il y a une construction qui n'est pas du tout celle d'un journal cash, quoi. Voilà. Charlie, est-ce possible d'avoir la personne qui intervient, de voir son visage, si ça correspond mieux à ce que nous voulons, de garder le visage de Philippe et le visage de la personne qui parle. La personne qui parle n'a pas activé sa caméra, donc c'est le droit à l'image. Voilà. D'accord. Okay. Voilà. Un petit peu incompétent sur le plan électronique, c'est pour ça. D'accord, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et donner son... Comme il est dit, Rohim et Takolot. On voit les voix, comme au Sinaï. Voilà, c'est parti. Qui encore? On peut peut-être passer aux autres textes aussi. Enfin, on peut garder des questions pour les... Parce que les autres textes aussi posent d'autres questions. OK. Une fois, deux fois, trois fois. Bon. Oui, Ariel. Vas-y, Ariel. Ah, Ariel, on ne t'entend pas. Ouvre ton micro. Oui, bonjour et merci beaucoup. Pas tant pour ce livre que j'affectionne énormément parce qu'il ne diffère pas du reste de ma bibliothèque constituée de mon Talmud et des autres ouvrages d'études qui fréquentent aussi le reste des ouvrages non religieux, hein, je rassure tout de suite Pierre. Non, je remarquais que c'est aussi pour ta lecture que je voulais te remercier, parce qu'on a ressenti dans ta lecture précisément ce que tu appelles le poème, que nous-mêmes n'avons pas facilement, nous ne sommes pas à même facilement de reconstituer, mais qu'on entend bien quand tu le lis. C'est même pas que l'on entend, c'est même manifeste, quoi. Voilà. C'est pour ça que je voulais te remercier, pas seulement pour le livre que tu nous as donné, mais pour la lecture que tu es en train de nous faire. Merci, parce que c'est sûr que la poésie, bon, plus personne ne lit de poésie, il faut être honnête, la poésie, elle est complètement abandonnée. Je pense que c'est aussi, en parlant de roman, en vendant, si j'ose dire, un roman, enfin, il faut que la poésie aille là où elle n'est pas avance masquée, dans le fond. Parce que dans le fond, effectivement, la poésie, d'ailleurs, les poèmes qui apparaissent, c'est vrai que moi, je n'ai pas été élevé avec la Torah, j'ai été élevé avec Baudelaire. Les poèmes qui apparaissent, ils sont gravés, quoi. Et il y a cette musicalité du texte, il y a ces empreintes mentales qui sont directrices, qui ont toute une constellation d'effets qui n'est pas celle simplement d'une entente intellectuelle du texte. Je pense à Michaud, que je cite souvent. C'est un livre que ma mère m'a offert que j'avais 20 ans. C'est un livre qui m'a guidé, même en faisant médecine, etc., qui a été très important pour moi. Et c'est de la poésie. Donc, je crois qu'effectivement, la poésie, j'y crois. C'est pas... j'ai lu un texte de Yeshayahu Leibovitz où il dit que la poésie, c'est de l'idolâtrie. Bon, c'est vrai que ça m'a un petit peu... Mais elle s'entend surtout... Elle s'entend surtout lorsqu'on la lit à haute voix. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il faudra faire un enregistrement de ton livre. Oui, est-ce que je peux... Oui. Oui, bonjour. Voilà, moi, je n'ai pas activé mon micro, ma vidéo, tu vas l'activer. Voilà. Michaud, j'en ai pas lu beaucoup de sa poésie, mais c'est vrai qu'elle est très spéciale, parce qu'il y a de la poésie très formalisée, en alexandrin ou en des quatrains, et lui, c'est la poésie libre. Et à un moment, vous avez parlé aussi de
la Mishnah, je crois, ou je ne sais plus. Et c'est vrai qu'il n'y a pas cette forme, et le fait de faire des digressions. Et je vois bien, justement, la poésie, elle peut avoir vraiment deux visages très différents. La poésie très cadrée, très musicale, mais très dans le sens de la musique, musique très mathématique, on va dire. Oui, un formalisme un peu gratuit, alors voilà. que oui, tout à fait. Et la poésie libre. Oui. Bon, j'ai pas lu votre roman, je le regrette, mais bon, Non, mais il y a je ne peux pas trop intervenir, mais je voulais juste... je pense que vous êtes inspiré de cette forme de poésie. Oui, tout à fait. Voilà. Et Michaud, enfin, ce que je cite le plus de Michaud, ce sont des aphorismes qui sont pas justement formellement fixés, enfin, qui sont chaque fois une forme individuelle de chaque aphorisme à sa forme, quoi. C'est pas une forme préétablie. Voilà, c'est ça, ça laisse de la liberté, ça laisse du Absolument, souffle. oui. Et pour peut-être rencontrer les amis de votre mère, faire ce voyage, c'était dans cette dimension-là qu'il fallait vivre, quoi. Enfin... Voilà. Oui. Pardon. Non, mais c'est très. Merci beaucoup. C'est pas du tout. D'autres échanges? Je sais bien que c'est surtout avec Philippe qu'on parle, et comme c'est moi qui vais lire après, je me sens un peu intimidé. Tu sais que c'est pas tout à fait ma façon d'être, Philippe, parce que je suis pas à la hauteur là aujourd'hui. Hein. Voilà. On y va alors? J'y vais. Allons-y. On peut avoir le numéro de la page. Oui, le numéro de la page c'est 143 et c'est la ligne 7. C'est Philippe qui a fait le découpage. Voilà. Je commence à lire alors. Lucette, Juliana, Claire et Claude. Il y en a d'autres, mais 5, c'est bien. Au lycée devant lequel vivaient Juliana et sa mère, Alba louait des chambres, dont celle des amours de Claude et Vanda. On en vient à parler des lieux où je me rends. Si je prends l'avion pour Tunis, où je vais vivre, entre la Goulette et Carthage, pour visiter les endroits où vivaient les amis qui ont quitté Tunis pour Palerme, Tel Aviv et Berkeley, Paris, la langue française, langue sacrée selon Michael d'Israël, non parce qu'elle serait celle de Racine, mais parce qu'elle est celle de Shlomo Itzhaki, dit Rashi, que les Français ignorent et pour cause, il est juif, et ceux-ci ont été expulsés par Philippe Auguste en 1182, repris puis exclus par Saint-Louis qui est mort à Tunis de la peste. Citation, l'épée c'est la peste, comme le dit la Haggadah de Pessah, avec un bras étendu c'est l'épée, comme il est dit l'épée nue dans sa main étendue contre Jérusalem. Fin de citation. Quand David, le roi David, choisit entre les trois calamités, que Dieu propose pour le punir d'avoir compté le peuple, qu'il choisit la peste, plaie du Seigneur, citation, plutôt que de tomber dans les mains de l'homme, dont la cruauté est sans frein. Daniel leva les yeux et vit l'ange du Seigneur placé entre ciel et terre, tenant en main son épée dirigée contre Jérusalem. Il n'empêche que Rashi parlait le français quand il n'écrivait pas l'hébreu de ses commentaires éternels, ce qui fait dire à Michael que le français est une langue sainte. Si elle est sainte, elle ne disparaîtra pas, cette langue qui unissait Lucette, Juliana, Claire et Claude, et ma mère, qui en a fait ma langue maternelle. Novarina dit matiernelle, dans laquelle je vis sans m'en échapper, même si j'ai parlé l'espagnol, l'anglais, l'hébreu sur lequel je m'obstine sans résultat, et le français revient hermétique, où est fermé mon monde qui est aussi celui de ma mère. Citation, mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes.
Toute lune est atroce et tout soleil amer. Bateau ivre, qu'elle récitait plus tard. Une seconde. Qu'elle récitait plus tard. J'ai parlé de Palerme, Tel Aviv, Berkeley et Paris en français. Cette jeunesse dont elles sont séparées sans l'avoir quittée, pour autant parce qu'à 80 ans, la même chose, rejointes et séparées encore, l'idée qu'elles vont mourir, et parmi elles ma mère. Elles se souviennent bien. Je ne peux pas faire semblant d'éviter que je meure, sans savoir à quel point je souhaite survivre à ma mère. Sans savoir mon rapport à la mort, L''A''M''O''R''T, sauf à dire que le sujet m'occupe comme si j'en étais survivant. Ismaël, mon arabe, plus que juif, même s'il est aussi fils d'Abraham, et prénom protestant du narrateur de Moby Dick, survivant comme il est dit que je survivrai à ma mère si je la prends en moi, comme elle a pris sa fille, mais en psychose, comme dans Les Fleurs du Mal, la mise en musique par Henri Duparc, qui a détruit toute son œuvre, sauf ses 20 mélodies qui suffisaient à le rendre éternel. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que des soleils marins peignés de 1000 feux. Comme j'aurais été ce poète programmé pour mourir à 20 ans, je le croyais à cause de ma mère, qui mettait haut l'idée du suicide, faute d'idéal comme quand j'étais petit. L'avortement, la mort, le suicide, l'effondrement d'un immeuble sous les bombes qui visaient le port de Tunis, une femme folle au balcon attachée à la ruine comme elle me le racontait enfant, pour fixer que la mort est au bord du monde dont il est difficile de savoir où il mène, sauf au néant, perçu dans l'odeur délétère. Chapitre que Dostoïevski consacre aux jours qui suivent celle du Starets, dont le cadavre pue, ce que contrediraient les miracles du temple relevés dans les Pirkei Avot, et ce pourquoi les Juifs sont enterrés le jour même. La mort donc, comme si elle se trouvait au moment où je m'engage vers les amis, A-M-I-E-S, alors que j'ai commencé par dire que ça ne m'intéresse plus, mais il faut bien écrire, et l'idée des amis résiste comme un mur sur lequel le talisman s'entraîne, enchaînant coup droit et revers avant de laisser échapper la balle qu'il va chercher dans des recoins qui sentent la pisse et le béton. C'est la page 145. Voilà. Allez-y, parlez à Philippe. Je vais déjà dire un mot juste pour rigoler. C'est que dans l'histoire de Saint-Louis, pendant longtemps, il y avait repris puis exclu par Saint-Louis qui est mort à Tunis de la peste. Et j'avais mis bien, entre parenthèses bien fait pour lui. Et puis j'ai fini par supprimer ça. Et voilà. Ça fait rire Charlie, en tout cas. Oui, dans beaucoup de livres d'histoire juive, enfin dans les écoles juives, on n'écrit jamais Saint-Louis, mais Louis IX. Voilà. Robert, tu voulais parler. Cette lecture que vient de faire Tony est un passage magnifique de ce livre de Philippe. Moi, je n'étais pas arrivé jusqu'à ce niveau-là, parce que, en fait, ce livre n'est pas si facile. On ne le trouve pas en vente libre dans ma librairie habituelle. Il a fallu que je le commande. Et même en lisant jour et nuit ou presque, c'est vous dire avec quelle passion j'ai lu ce livre.
je lis ce livre, je n'en suis qu'à la moitié. Donc, je ne suis pas arrivé au passage que Tony vient de lire. Mais ce que cette lecture de Tony montre bien, que l'on est surtout en présence d'un texte poétique et envoûtant. Les références peuvent être nombreuses. Parfois, devant des phrases très longues, il m'est arrivé de penser au monologue de Molly Bloom d'Ulysse. Il y a effectivement du décousu pour un lecteur qui n'est pas prévenu. Ce texte peut sembler décousu. En fait, il n'est pas décousu. Et tout à l'heure, on a parlé d'un chemin. Enfin, on a évoqué un chemin sinueux avec, excusez-moi, c'est pas du coq à l'âne, mais de temps en temps, on ne voit pas le lien entre telle partie d'un paragraphe et telle autre partie. Mais ce lien, il existe, il est dans la poésie, il est dans la musique. C'est un texte plein d'harmonie et de musicalité. J'aurais d'autres choses à dire tout à l'heure sur les sources vives de ce texte, mais j'en parlerai tout à l'heure. Charlie, mets en gros plan, Philippe, on m'a assez vu. Hein. Allons-y. Bah non, c'est pas, on fait ce qu'on veut. Hein. On peut faire. Merci beaucoup Robert hein, pour cette appréciation. C'est sûr que ce passage en particulier, le rythme compte beaucoup. Maintenant, il y a un fil signifiant, hein, évidemment, autour de la question de la mort et d'une résistance à la mort dans la création artistique en particulier et dans quelque chose de très subtil. Et évidemment, dans cette création, je me défends. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'intime dans cette histoire, puisque je me défends d'une forme de négativité mortifère qui était certainement présent chez ma mère. Mais pas seulement chez elle. Hein. Je pense que c'est aussi une question d'époque, justement, une question d'époque désenchantée, de perte de sens, enfin des choses qui ne sont pas seulement du fait de ma mère. Par exemple, d'ailleurs, dans mes interviews des amis, il y en a deux d'entre elles qui m'avaient parlé de leur conversation d'adolescente. Bon, je l'ai dit, c'est peut-être question d'adolescence, mais elles ont 2 fois mentionné la question du suicide. Ça m'a frappé. Effectivement, et bon, là, quand j'étais... c'est sûr que quand j'étais enfant, adolescent et un peu plus tard, c'était quelque chose d'assez présent. Et là, je dis bien le suicide faute d'idéal, l'avortement, la mort, le suicide et l'effondrement d'un immeuble sous les bombes. Parce que ça, effectivement, il y a quand même l'idée d'un traumatisme. Il a encore, je pense que c'est une expérience qui est partagée. Ma mère n'est pas la seule à avoir vu des bombes à Tunis, et il y a d'autres personnes qui ont vu des bombes beaucoup plus menaçantes, même si il en suffit d'une. Et donc, il y a effectivement ce fil de ce qu'on peut appeler la pulsion de mort post-traumatique, où tout est... En gros, on peut vraiment verser de ce côté-là, comme je le dis là, et cette résistance de la parole poétique. J'avoue que j'aime bien la fin de ce texte-là, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la passivité devant l'idée des amis de ma mère, puisque j'avais le titre et le projet en tête, mais que c'était toujours trop difficile, et pourtant j'avançais. Et cette fin où je dis, là, il y a eu une petite, disons, la langue de Tony a fourché, mais quand je dis les amis,
Alors j'ai commencé par dire que ça m'intéresse, mais il faut bien écrire et les idées des amis résistent comme un mur sur lequel le tennisman s'entraîne, enchaînant coups droits et revers, avant de laisser échapper la balle qu'il va chercher dans des recoins qui sentent la pisse et le béton. Et ça, effectivement, j'aime cette phrase. Alors peut-être que c'est parce qu'elle sonne bien, mais pas seulement. Il y a un mot talmudique qui m'a absolument beaucoup frappé, c'était l'idée de Yerida Letzorer Aliyah. Ça vous dit quelque chose? C'est-à-dire la descente pour pouvoir monter. Et on dit ça de Joseph qui est envoyé en Égypte, etc. Alors, toute proportion gardée, évidemment, mais effectivement, il y a l'idée de s'abandonner à ces sentiments complexes et parfois douloureux, la question de la mort, la question de la mort des parents ou ma propre mort, parce qu'évidemment, il y a une économie du texte qui veut que ma propre mort soit mise, si je veux bien, en tout cas sur le tapis, hein, qui est ce risque, et que c'est à ce prix-là qu'on arrive à ramener quelque chose, c'est ça, cette Yerida, à ramener quelque chose de positif, voilà, il y a dans ce mouvement poétique quelque chose de sensé, enfin, j'aimerais en tout cas qu'il y ait quelque chose de sensé, c'est pas qu'une affaire de musique, quoi. Voilà. Ariel, je crois, ou quelqu'un d'autre? Tu vois Ariel. tout le monde? Ariel. C'est donc cette positivité qui est exprimée par le fait qu'on a bien l'impression dans d'autres passages que le souhait est que sa mère survive à sa mort. Absolument. Absolument. Parce que la mère, c'est le shamir qui est la survie de toute possibilité de toujours dire encore des choses sur le monde. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Qui encore? Et Ismaël, c'est le narrateur survivant. Ça aussi, c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est Moby Dick, j'y fais plusieurs fois allusion, et c'est un grand modèle aussi pour moi, parce que c'est un écrivain du réel, hein, Melville, qui a vraiment complètement, dont l'objet est complètement réaliste, alors qu'en fait, il va très très loin dans la poésie et dans la métaphysique. Dans Moby Dick, c'est tout à fait frappant. Et effectivement, Ismaël, dans Moby Dick, c'est le seul qui survit. C'est-à-dire que toute l'histoire est racontée parce qu'il y a un survivant. Et l'idée que ce sujet qui parle est le seul survivant et en même temps celui qui sauvegarde l'idée qu'il y a de la pensée, qu'il y a cette espèce d'éternité du langage dans laquelle il est engagé. Voilà. Michel? Oui, d'un mot, parce que j'ai du mal à suivre, je suis en chemin, mais d'abord, je voulais remercier mes parents qui, grâce à nos échanges quotidiens, m'ont dit qu'ils étaient actuellement envoûtés, pris par cette lecture et de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Et sans doute, moi, j'ai plus de possibilités à entendre la voix qu'à me plonger aujourd'hui dans l'écriture, dans un récit. Et voilà, pour rebondir sur ce que j'entendais sur cette question de la musicalité, de la poésie et de cet hommage que tu as commencé par rendre à ta mère dans sa digression, alors peut-être parce que ça me parle comme mère, où j'ai toujours peur d'avoir égaré mes enfants, mais vraiment, elle est merveilleuse parce qu'à la fois, c'est cette digression qui sans doute et comme ça donne cette musicalité, et à la fois il y a ce chemin
où c'est extrêmement situé, même si je ne l'ai pas encore lu, mais situé dans des lieux, dans une progression, dans une recherche, dans un chemin de rencontre. Et voilà, je me demandais quel est ce miracle. Alors, il y a tout ce rapport aussi entre l'écrit et l'oral. Tu dis que tu écris parce que tu parles peu, mais à la fois, j'entends toujours la question du sujet où on ne sait pas si c'est déjà là et si finalement tu donnes une voix à ce qui est déjà. Souvent, on entend même dans la construction de tes phrases un jeu sur le sujet qui est renversé entre l'existant et le sujet qui donne voix à l'existant. Et voilà, et se demander finalement... on a l'impression que tu donnes un tout petit peu accès à un peu ce miracle de la rencontre, de la recherche, et à la fois ça reste extrêmement mystérieux. Et voilà, donc je trouvais ça très beau d'entendre cette question de la digression. J'entendais Robert parler du coq à l'âne, de cette musique, et à la fois d'un récit qui est extrêmement situé dans l'histoire et dans les villes. Voilà, bon, mais ça donne très envie de le lire, mais moi j'aime bien aussi quand les livres sont racontés. Donc voilà, merci à Ada Shalom de permettre d'entendre des fragments de récits. Merci beaucoup, Michel. On peut peut-être continuer. Robert souhaite encore intervenir. Robert, nous t'attendons avec impatience. Micro. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez là. Je voudrais faire un commentaire sur la page 64-65. Dans la page 64, Philippe, tu écris, tu me permets de te tutoyer. Oui, évidemment. Avec Ada Shalom, c'est qu'on connaît beaucoup les visages, on connaît moins les noms, on n'arrive souvent pas à mettre les noms sur les visages ou les visages sous les noms. Et puis brusquement, Philippe s'est révélé à moi, d'abord en me racontant un souvenir commun lorsqu'il y a eu un épisode pour moi, je dirais, assez terrible lors d'un office de Kippour. Il paraît qu'il était juste derrière moi. Mais ensuite, avec ce livre, voilà ce qui se passe. Page 64, Philippe parle d'un lieu qui s'appelle Borj Cedria. Alors, Cedria, c'est un lieu qui ne peut être connu que par les gens qui sont nés en Tunisie, comme moi. Parce que c'est quoi? En fait, c'est une forêt, c'est un bout de montagne de ce qu'on appelle le Boukornine, qui est la montagne à deux pans qu'on sait reconnaître de loin quand on est à Tunis, dans la baie de Tunis. Alors, Borj Cedria, voilà. Et quand il parle de Borj Cedria, et quand il parle ensuite des amis de sa mère, qui sont toutes nées à Tunis, de provenances diverses, car il y a parmi ses amis des Juifs, mais il y a aussi des Siciliennes, ce qui a l'air, mais un peu plus loin. Et parmi les Juifs, il y a ce qu'on appelle des Livournais, des Granas, c'est-à-dire des gens qui dans le temps étaient originaires de Livourne et qui ont migré à Tunis, et puis d'autres qui sont des Juifs arabes, peut-on dire, c'est-à-dire tunisiens de tout temps, depuis des siècles, voire des millénaires. Donc Borj Cedria, voilà, ça fait tilt. Et c'est pas pour rien que se retrouve aujourd'hui, ici, dans cette lecture, une des amies de sa mère, qui est Sylvia. Elle est là. Elle est là.
Donc voilà, la mère est destinée à mourir. Effectivement, c'est quelque chose qui est une douleur et qui arrive une douleur, Philippe, ma propre douleur. Et en même temps, les mères survivent. Elles survivent grâce à la présence de personnes comme ça. Elles survivent surtout grâce à des textes aussi poétiques et aussi que le tien. Et pourquoi il est poétique et beau? C'est que page 64, on a parlé de Borcedria. Et puis page 65, en bas du paragraphe, qu'est-ce qu'on lit? On lit « Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais ». C'est le dernier vers de la première strophe du bateau ivre de Rimbaud. Et pour moi, ce bateau ivre, ça représente beaucoup parce que c'est sur un grand mur, rue Férou à Paris. C'est la rue que je suis chaque fois que je sors de ma promenade du jardin du Luxembourg. Je passe par la rue Férou et je passe par le bateau ivre. Et j'apprends le bateau ivre. Et donc, comme je descendais les fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris. Et là, on retrouve ce que cite les fleuves dans la deuxième phrase, dans la deuxième strophe. On laissait descendre où je voulais. Et Philippe, tu cites à nouveau, d'ailleurs, il revient, le bateau ivre, il revient plus loin, un peu plus tard. Il revient un peu plus tard. Je ne sais plus où. Si, c'est page 144. Voilà. Il cite « Toute lune est dense et tout soleil amer. Bateau ivre qu'elle récitait, je ne sais pas qui récitait, les amis de ta mère. » Ce texte, livre, est un livre poétique. On est tout le temps dans la poésie. On est tout le temps emporté par la poésie. Mais voilà, il y a quelque chose de plus que la poésie. Et ce n'est pas par hasard que cette lecture se trouve aujourd'hui dans un Beth Midrash d'Adat Shalom. Parce que, page 126, qu'est-ce qu'on lit? On lit une citation. Il faut dire que dans ce livre, il y a beaucoup de citations de textes bibliques. Pas seulement bibliques, mais beaucoup de citations de textes bibliques. Et ils sont tellement surprenants qu'il m'est arrivé de retourner à la source pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur, que c'était bien écrit comme cela. Et effectivement, c'est bien écrit comme cela. Et là, page 126, qu'est-ce qu'on lit? Une citation que je vais lire. Je vais lire ta citation. C'est un texte d'Ézéchiel, 16, 4 à 6. Quand à ta naissance, le jour où tu fus enfanté, ton nombril ne fut pas coupé, tu ne fus pas lavé dans l'eau pour être purifié, tu ne fus pas saupoudré de sel ni enveloppé de l'ange. Nul œil ne te prit en pitié pour te donner, etc., etc. C'est un texte magnifique. C'est un texte, en fait, qui nous apprend que nos textes bibliques sont eux-mêmes empreints de poésie et qu'on les lit pas seulement pour des raisons religieuses, mais aussi pour des raisons de lire de la poésie et qu'il y a une unité entre religion et poésie, entre message prophétique et message poétique. Et c'est ça que tu nous fais comprendre, Philippe. Et c'est ça qui est formidable. C'est cela dont il faut te remercier. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez extraordinaire dans un de ces textes, dans une de ces citations, toujours d'Ézéchiel. Elle est où? Je vais la retrouver, excusez-moi. C'est
toujours Ézéchiel 16, 4, 6. Non. Je ne sais plus exactement. Je vais la retrouver. Mais en gros, c'est Vatarbi, Vatagdili, Vatavoi. Et après, voilà, ben c'est bien ça, c'est toujours Ézéchiel 16 en 7. Je lis en hébreu Rivava ketzemach asaden etatir vatarbi vatagdili vetavoi baadi addaim shadaim nachunu usharer tsemeach ve'at arum ve'aria. Et la traduction, je t'ai multiplié comme la végétation dans des champs. Tu as augmenté, grandi, tu as revêtu la plus belle des parures. Tes seins se sont affermis, ta chevelure a poussé, mais tu étais nu et dénudé. Voilà ce texte magnifique de Ézéchiel. Mais est-ce que vous avez reconnu, certains d'entre vous au moins, que c'est exactement ce que nous allons réciter dans pas longtemps dans la Haggadah de Pessah? Bien sûr, bien sûr. Je me rappelle, je me permets d'intervenir parce que ce texte-là, Lucette Valenzi, enfin, qui est citée qui est présente, très présente nous racontait que quand il faisait la Haggadah, quand il faisait Pessah à Tunis, son grand-père, au moment où il lisait ce texte, les enfants devaient se cacher les yeux, etc. Parce que c'est un texte effectivement très troublant. Et en ce qui concerne, si je veux dire, Dieu et la poésie, enfin, dans mon précédent livre, Le portrait de Simonetta, à un moment, effectivement, je dis que Dieu est poésie par essence. Et effectivement, quand on dit Omer Vayehi, il a parlé, le monde fut. C'est la poésie. Enfin, c'est ce que j'entends par la poésie. C'est-à-dire que la poésie a un effet. La poésie n'est pas cette espèce d'exercice, disons, de mondain à réciter des sonnets, comme dans Molière. La poésie a un effet. Voilà, c'est comme ça que j'entends la poésie. Voilà. Du beurre de Torah. Je peux dire un mot juste à ce moment, Philippe. C'est que lorsque tu m'as fait l'honneur et le plaisir de pouvoir lire ton texte bien avant qu'il n'était publié, je t'avais dit, la merveille, c'est cette circulation. La merveille pour moi, c'est cette circulation que tu arrives à écrire, et pas seulement à proférer, entre la musique et les textes bibliques. Et comme le dit très justement Robert, texte biblique, l'hébreu, est aussi musique. Donc, je vais juste me permettre de rappeler, puisqu'on circule entre Ézéchiel et Rimbaud, dans la suite du bateau ivre, quelques vers après ce que tu as lu, toute lune est atroce et tout soleil amer, il est dit au bas d'un mur qui porte confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur. Et on entend Ézéchiel. Et j'ajoute, et je vais me taire après, on va parler d'Ézéchiel la semaine prochaine. Voilà. À toi, Philippe, encore, et à tout le monde. Hein. On peut peut-être continuer la lecture suivante. Comme tu veux, c'est à Elisabeth maintenant. Bon. Alors, je suis page 158 pour ceux qui ont le livre. Paris. Impossible ressaisissement des amis qui s'éloignent. Ce projet qu'il faut qu'on m'interdise parce que je suis obéissant. Mon seul espoir, l'obéissance. J'écoute les Gnossiennes telles que les écoutait ma mère au Maroc. Serge est mort et Macha. Et après elle, le cœur de la passion selon saint Jean. Herr, 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 unser Herr, maître. Qu'on espérait peut-être. Et Gnossienne aujourd'hui, le même disque. Vous cherchez un maître, disait Lacan aux étudiants de mai 68, et vous le trouverez.
Ciccolini, enregistré à Paris, Salvagram, 1967. Ma mère portait un tailleur rouge comme l'interdit et comme le sang des règles. Elle enseignait à l'école normale supérieure de Rabat, sans programme, que contemplait mon manque d'initiative qui suppose que la pensée prenne forme sur l'obstacle qui la contient, qu'elle fasse un pli. Il s'agit de ma mère, puisque je suis née d'elle et qu'elle ne disparaîtra plus. Son bassin trop petit, comme il est dit d'Homo, qu'il naît dans la douleur depuis qu'elle a marché debout. Né trop gros, a déformé son ventre. Où est Marie-Rose? Au moment où, bien gros, je suis sortie d'elle maigre, 40 kilos à terme. L'amour de sa tristesse, Baudelaire qu'elle récitait enfant. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Le monde a pris sa forme à l'intérieur. Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. C'est étonnant comme les pas de femmes résonnent au cerveau des pauvres malheureux. Verlaine, les pas de femmes, tac, tac, tac. Poète qu'aimait ma mère, sauf Proust qu'elle ne comprenait pas. Je cherche pour ma part, mais je n'y parviens pas. Tu n'y atteindras pas, beau prince Philippe. Pas à ce rythme. Il faudrait que je pense. Il faudra classer les papiers et faire semblant. Je ne suis pas là pour ça, mais pour écrire. Vous n'avez qu'à classer vous-même. Passage parisien. Vous n'avez qu'à l'écrire, ce livre. Comme si je pouvais expliquer ma mère à 83 ans. Ma mère et moi, nous avons à peu près le même âge. En tout cas, j'ai le même âge qu'elle, car je l'ai connue en naissant et je suis restée auprès d'elle, sauf partie pour Paris. Elle vivait à Strasbourg. À Rome, sut son premier suicide. 1, 2, 3, 4. Nathalie a appelé les pompiers. Ma mère est un mystère dont je ne suis pas sortie, ce qui n'est pas le cas des amis. Lucette, entre autres, est rationnelle. Il n'empêche que son fils est mort. Nous n'avons rien pu faire pour lui. C'est la preuve que nous sommes vraiment seuls. Denis, comme une baudruche derrière la vitre des grands brûlés. Ses bras vitreux et son énorme tête au 4e degré, lèvres méconnaissables. Un accident avant qu'il se suicide. Il avait allumé le feu alors qu'il forgeait des alliances, comme le bijoutier Tsoref, d'où est né le français, Tsarfat, l'alliage. Nous sommes des pensées nihilistes qui s'élèvent dans le cerveau de Dieu, dit Kafka. Nous allions voir Denis à l'hôpital avec Lucette et Jeanne. Ma mère n'a jamais pu. Elle ne supporte pas la souffrance, la plus délicate, si délicate qu'elle n'aurait osé poser à terre la plante de son pied. Nous n'avons pas assez conjuré le malheur avec ma vie à l'hôpital pour le travail, mithridisation, une débauche de malheur, l'homme qui cognait sa tête contre les murs, le jardin des délices, Essela, Zdra, l'Octine syndrome, comme la jeune Ève, délices comme Jérôme Bosch dans son jugement dernier. Colostomie de merde, à quoi tu t'habitues ou non? Non sans remercier Dieu par provocation. Restez droit, sauf dans les jours de deuil où ta prière ne peut gagner le ciel. Sinon remercier Dieu encore ou lui demander d'advenir, Kaddish, Kaddish, pour faire qu'advienne un peu de sainteté en nous. Ma mère n'a pas su faire parce que sa mère ne lui a pas dit à quel point nous sommes redevables à l'égard du transcendant. Ce ne sont pas les morts qui te louent, pas les descendus dans le silence, mais nous qui bénirons le nom de maintenant jusqu'au bout du monde. Ma mère ne connaît pas les psaumes que j'essaie de traduire sans savoir, sauf qu'il a plu et que je dois me relire tout le temps. Merci beaucoup, Elisabeth. Magnifique. C'est magnifique ta lecture, en tout cas. Merci, c'est un livre qui me touche. La question des passages parisiens, bon, ça, effectivement, c'est truffé quand même des fois de références qui ne sont pas forcément faciles à suivre, mais Passages parisiens, c'est le livre que Walter Benjamin a projeté d'écrire et n'a jamais réussi à écrire, et qui existe. Il y a quand même une publication d'un énorme volume de citations qui fait référence, mais qui est quand même assez difficile à lire. Mais effectivement, il y a
il y a dans cette espèce de laisser aller, pour le coup, l'idée que c'est le lecteur qui doit écrire le livre, quoi, en gros. C'est pour ça que ça m'est venu, ce titre, à ce moment-là. Et effectivement, alors, ce sentiment d'à quoi bon, ou ce sentiment d'une grande difficulté vient toujours avec des remémorations de deuil, hein, donc, et des remémorations de choses difficilement métabolisables par la pensée. Et effectivement, la question de l'hôpital, bon, il y a des médecins ici qui savent cette confrontation à laquelle on finit par, pas s'habituer, mais enfin, mais qui est quand même à des niveaux de souffrance ou d'impasse qui sont des fois difficiles à supporter, et qu'on apprend finalement qu'on apprend à penser, qu'on apprend à... Je pense qu'il y a je crois beaucoup à la médecine, si j'ose dire. Je crois beaucoup à la fonction de médecin. Je crois qu'il y a quelque chose qui est pour moi très, très importante, hein, même si l'écriture, j'y tiens beaucoup, évidemment, mais c'est vrai que cette confrontation à ces formes de torture, là, j'énumère un certain nombre de ces inventions diaboliques, comme la SLA, enfin la maladie de Charcot, enfin des choses qui sont... Et effectivement, j'ai toujours pensé à Jérôme Bosch, parce que on voit Jérôme Bosch, on peut se dire, ah ben oui, c'était il y a longtemps, quelqu'un qui parlait de l'enfer, tout ça, on n'y croit plus, l'enfer, ça n'existe pas d'abord, et puis quel drôle de pensée ils ont, avec ces gens qui ont des tuyaux partout, et puis en fait, quand on se retrouve en réanimation, voilà, on a quand même un peu de Jérôme Bosch, hein. Et il y a quelque chose qui n'appartient pas au temps, mais l'enfer, ça existe, quoi. Et aussi le rapport, évidemment, là je parle du Kaddish, ça m'avait frappé, j'avais appris il n'y a pas très longtemps, hein, en fait, qu'on ne pouvait pas monter à la Torah pendant les 7 jours, des choses comme ça. Je trouve ça très, très beau. Et en même temps, le Kaddish, évidemment, le Kaddish qui est tellement central, et que les non-juifs, c'est tellement identifié à une prière des morts, alors que c'est évidemment pas seulement ça, mais c'est quand même tellement central, cette espèce d'appel à sanctifier le nom, y compris dans le deuil. Voilà. Alors que si vous avez, on peut passer à la troisième, parce que le temps passe, et puis le dernier passage est peut-être un tout petit peu moins sinistre, donc je l'ai réservé pour Charlie. Allons-y. Vas-y, Charlie. J'ai roulé à vélo 120 km. La page. Quelle page? Pardon, page 165. Dernier alinéa. Ok. J'ai roulé à vélo 120 km en ressassant le nom de Montefiore, et que notre grand-mère a fait cours à Claudia Cardinal. Mince prise où prend appui mon intention d'être éternel. Et j'ai grimpé 4 cols en me remémorant les chapitres comme les barreaux de l'échelle de Jacob, des fragments comme les cartes à jouer, pour construire un château à l'image de cette cathédrale décrite comme l'œuvre de Marcel Proust, à moins qu'il ne ressemble à cette tente igloo qui se replie sur son auteur dans le film comme un avion. Temps limpide, bonne humeur de ma foi envers les amis, rêve d'un congrès en Israël, mes collègues embarrassés de porter une kippa même la nuit, et moi qui salue les personnes de l'accueil, Boker Tov, avant de comprendre que je ne dispose ni du badge ni de la sacoche du congrès. Pour écrire les amis de ma mère, je dois penser à l'actrice qui lui ressemblait. Son livre comme Au-delà du langage, Troisième temple, c'est l'état d'âme. Cette drôle d'existence à laquelle l'état d'âme confère sans doute sa seule valeur véritable, écrit Freud, je ne sais où.
meilleure humeur d'avoir passé l'après-midi avec l'enfant. Je n'ai pas trouvé la description de Jérusalem et du temple qui devait me servir pour la fin, mais par contre, dans Ta'anit 10a, le monde est 60 fois plus petit que le jardin d'Éden, et celui-ci 60 fois moindre que la géhenne. Par conséquent, le monde comparé à la géhenne équivaut au couvercle d'un pot. Certains déclarent que l'étendue du jardin d'Éden n'a pas de limite. D'autres en disent autant de la géhenne. Géhenne de Gé-Hinnom, la vallée du Hinnom qui borde le mont du Temple, est connue pour être celle où on faisait des sacrifices d'enfants, alors que la force du nom repose sur eux, comme il est dit au 8e psaume, « La bouche des nourrissons et des enfants fonde ta force contre les oppresseurs. » Que les amis qui gardent le silence sachent qu'ils peuvent l'exprimer, hein, et parler. Ça, c'est Cold Mama Daka, une voix de silence. Je ne pensais même pas à ça, mais tu as raison. Voilà. Puisqu'on y est, allons-y. Il faut détendre le silence merveilleux, mais il faut le détendre, je pense. On dit que le silence après Mozart est toujours du Mozart. Ah, ça c'est vrai. C'est beau, c'est beau. Enfin, en tout cas, disons que ça rejoint, c'est pour ça aussi que j'ai voulu cette espèce de cette citation talmudique que j'ai vue une fois, qui m'a frappé, mais plus je la relis, plus je l'adore. Et c'est exactement comme j'ai entendu Charlie dire hier que une Mishnah, quand on l'avait entendue, celui qui avait entendu 101 fois était différent de celui qui l'avait entendu 100 fois. Et effectivement, ce genre de Mishnah, je ne sais pas si c'est une Mishnah, enfin ce genre de propos talmudiques est tout à fait touchant et à mon avis très proportionnel finalement à ce qu'on sait du monde et de la Géhenne, ou en tout cas des choses terribles qui peuvent y arriver. Et cette proportion, le monde par rapport à la Géhenne équivaut au couvercle d'un pot, je trouve ça tellement... Et puis c'est un calcul, enfin il y a un côté... je trouve ça très très touchant, j'aime beaucoup ça. Et puis il laisse quand même entendre que le jardin d'Éden, il peut être aussi grand que la Géhenne, enfin bon, la Géhenne, enfin bon, ça je ne sais pas. Vous me direz votre sentiment. Je crois que Daniel a ouvert son micro, il veut intervenir, non? On n'est pas forcé d'en rajouter, hein, cela dit. Hein, si vous... Non, on n'est pas forcé. Je suis déjà... On m'entend ou pas? Oui. Oui. Oui, on entend. On entend, oui. Qui parle? Je pensais au titre de Georges Semprin, L'écriture ou la vie. Et je pense qu'en fait, l'écriture de Philippe, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est l'écriture pour la vie. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un pour l'autre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Merci beaucoup, Laurie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est lieu de le dire, mais pour Daniel et Laurie qui sont là derrière l'écran noir où il y a marqué Daniel, oui. J'ai écrit il y a environ quelques années, disons, des poèmes pour leur mariage, n'est-ce pas? C'est vrai. Il y a très longtemps, donc c'est vrai que c'est... C'était quand même un merveilleux cadeau. J'ai aucune idée de ce qu'il y avait dans ces poèmes. Voilà. Bon. On en reparlera. On en reparlera, voilà. Ok. Charlie, les albums? Ah, c'est le micro, oui. Oui, j'ai retenu 2 citations, mais malheureusement, je n'ai pas retenu les pages, mais vous allez très vite vous en souvenir. La première, c'est, vous parlez de l'objet de votre roman, et vous dites « Je cherche ma mère chez les Juifs ».
C'est une phrase très étonnante. D'abord parce que vous êtes parmi les Juifs, que vous êtes Juif. Alors pourquoi vous cherchez votre mère chez les Juifs? Je vous pose la deuxième question, comme ça vous pourrez répondre à celle qui vous plaît le plus. La deuxième, c'était une citation de Camus. Vous citez la première phrase de L'étranger. Cette phrase très célèbre où il reçoit le télégramme aujourd'hui, n'est-ce pas, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas, j'ai reçu un télégramme, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire si, en écrivant votre roman, vous avez été inspiré par Camus? Merci pour ces deux questions qui sont très, très fortes. Et alors, pour la seconde, inspiré par Camus, non, mais je connais finalement assez peu Camus. J'ai lu, mais il me touche beaucoup, bien sûr. Et effectivement, j'avais, je dirais, comme cible, je savais que la fin du livre risquait de se terminer avec cette citation. Je ne savais pas comment. Et il faut dire qu'en plus, comme ma mère était malade, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Donc, et j'aime pouvoir dire aujourd'hui que elle n'est absolument pas morte, et que non seulement elle n'est pas morte, c'est pour ça que la fin de... Je n'ai pas fait la citation de la fin, mais de toute façon, et je ne veux peut-être pas parler de la fin, mais la fin va vraiment vers la vie. Et il y a un dialogue avec ma mère autour d'Ézéchiel, justement, qui est un dialogue que j'ai enregistré. C'est un des seuls moments où j'ai enregistré, même si je retravaillais quand même le texte. Et donc, effectivement, cette confrontation au deuil du personnage de Camus était très importante, parce que là aussi, c'est vraiment un modèle pour moi de la perte de sens que celle de L'étranger devant la mort de sa mère. Et c'est un livre absolument déchirant sur cette perte de sens, sur cette... Et la façon d'écrire, justement, la façon neutre comme ça, cette espèce de neutralisation des affects par l'écriture de Camus, alors que c'est inondé de sensations de l'Algérie, du soleil, mais il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'affect. C'est terrible. Donc vraiment, Camus, effectivement, c'est très important, et cette citation est évidemment très importante. Merci de me la rappeler. L'autre question, je cherchais ma mère chez les Juifs. Ben, c'est pas si simple. Et effectivement, j'ai dit là un peu par provocation, je suis né juif. Et effectivement, dans ma tête, j'ai toujours pensé que c'était très important pour moi. Mais il n'y a pas de doute que la moitié de ma vie, disons, elle a été passée en ne m'identifiant pas comme juif, en n'étant pas identifié par les autres comme juif. Et donc, et même maintenant, si je veux dire, la façon d'être juif qui me va le mieux, c'est que j'ai lu une fois dans un récit hassidique de Martin Buber, qui m'avait beaucoup touché, sur, je ne sais pas si c'était pas Yitzhak de Bertichev, ou je ne sais plus quel de ces tzadikim qui sont cités, et qui dit ma part dans ce monde-ci et celle dans le monde à venir, je la donnerai pour une drachme de judaïcité. Et c'est-à-dire l'idée, et ça c'est une des choses que j'ai lues il y a au moins 25 ans, et qui m'a beaucoup touché, qui m'a appelé, parce que je me suis dit, même cet homme c'est celui qu'on appelait le juif, justement. On ne pouvait pas être plus juif que ce juif, quoi. Et lui, il disait, ma part dans ce monde-ci et celle dans le monde à venir, c'est quand même assez fort dans la balance. Je la donnerai pour une drachme de judaïcité. C'est-à-dire qu'il était dans le désir d'être juif. C'est-à-dire que pour lui, être juif, ce n'était pas un acquis, ce n'était pas « je suis juif, point ». Et donc, effectivement, moi, ça n'a jamais été « je suis juif, point ». Ça, c'est sûr que ça ne pouvait pas l'être. Ça ne pouvait pas l'être. Mais c'est vrai que maintenant, mais chaque étape, même, il n'y a même pas 15 jours que j'ai réussi à lire un peu à lire dans le rouleau 4 versets en montant à la Torah. C'est vraiment... Donc, c'est vrai que quand je dis j'ai cherché ma mère chez les Juifs, c'est que je sais très bien, ma sœur n'a pas du tout le même trajet que moi, alors qu'elle a la même mère, si vous voulez. Je sais très bien que j'aurais très bien pu ne pas être juif plus que ça. Hein.
Voilà. Merci. On peut peut-être s'arrêter là, je ne sais pas. C'est comme tu veux, Philippe, mais bon. Il y a Robert Zitoun qui. Ah ben, très bien. Si je peux me permettre à nouveau de prendre la parole, c'est pour dire quand même que Philippe, ton roman, c'est un peu comme dans Proust, c'est à la recherche, c'est une recherche, non pas du temps perdu, mais du temps disparu. Cette Tunisie qui hante toutes ces pages n'existe plus. Tu es allé essayer de la retrouver à Paris, à Palerme, à Berkeley, à Tel Aviv, mais elle n'existe plus. Et évidemment, nous n'avons pas connu la Shoah, ça n'a rien de comparable. Mais malgré tout, c'est comme une Shoah, c'est un monde c'est une catastrophe. Ce monde a disparu et on ne le retrouvera plus. Que faire d'autre que d'écrire sur ce monde, que d'essayer de le faire revivre. Et on peut le faire revivre, bien entendu, par des précis d'histoire, par tout ce qu'on peut imaginer comme archéologie, recherche de l'étymologie des noms propres des gens, des familles, d'où viennent ces familles, d'où viennent les personnes dont tu parles, les Cassuto et autres. Mais je crois que la meilleure façon de faire revivre ce monde, c'est ce que tu as fait toi-même. C'est par de la poésie. Et cette poésie, elle est vivante. Elle permet de se retrouver dans quelque chose de vivant. À un moment, tout à l'heure, dans la discussion, mais c'est probablement cité dans ton livre, on a parlé de Henri Duparc. Henri Duparc est un médecin, excusez-moi, est un musicien peu connu. Il était juif d'ailleurs. Ah bon? Oui. Ça, je ne savais pas, par exemple. Il a fait quelques poésies magnifiques, mises en musique, c'était des mélodies mises en musique de poèmes bien connus dans certaines Verlaine et autres. Et je vais citer simplement quelques mots d'une de ces mélodies les plus connues. C'est « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur », et on a envie de dire « songe à la douleur ». Et ça se termine par « là, tout est calme et beauté ». Luxe, calme et volupté. Voilà la mélodie de Duparc. Et tout à l'heure, on a relevé ce que j'ai dit, ce caractère un peu décousu de ce texte, mais son caractère décousu, merci Philippe. Il permet de suivre ta pensée et surtout ta sensibilité. Il permet de revivre des choses que tu nous fais revivre. Et là, tout est calme et beauté. Voilà. Merci beaucoup, Robert. Si je puis me permettre, c'est tout est ordre. Hein. Tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Bien sûr. L'ordre, le céder. Le céder, oui. Madeleine. Oui, voilà. D'abord, je voulais remercier beaucoup Philippe de cette lecture magnifique, de ce texte magnifique, et aussi de nous l'avoir présenté avant que nous ayons le livre. Maintenant, je sais que je pourrais lire le livre plus facilement après avoir écouté cette belle musique, ce beau livre, avoir écouté les analyses de Robert Zitoun, si complètes et si belles, et des autres aussi, bien entendu.
Donc, je trouve même que c'est une méthode qu'on devrait adopter pour des livres comme ça aussi importants, difficiles, de nous les présenter avant qu'on les lise. Ça facilitera beaucoup la lecture pour les gens qui ne les connaissent pas comme moi. Donc, merci beaucoup. Et voilà, et je voulais vous dire également que, vu les difficultés de trouver ce livre, qu'on aimerait maintenant le lire tout de suite si on pouvait l'avoir, est-ce que Hadas Shalom ne pourrait pas en avoir une quantité à nous, qu'on l'achèterait nous-mêmes directement, vite fait, si c'est possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Philippe peut ou quelque chose qu'on est. À ce moment-là, bon, on aura un jour, on ira les chercher et peut-être même que Philippe pourra les dédicacer, ce qui serait aussi bien. Mais pour le moment, je sais que le livre, je ne peux pas le trouver et j'ai hâte de le trouver. Voilà. Dans les librairies, normalement, il est publié cet automne, donc il est dans n'importe quelle librairie, on le commande, on l'a. Hein. Ah, il faut le commander, voilà, qu'on m'a fait. Il y en a qui l'ont, hein, il y en a près de chez moi, ils l'ont encore. Enfin, c'est quand même pas, c'est un éditeur qui est quand même connu, donc c'est pas un livre si difficile à trouver quand même. Hein. C'est publié chez POL, on peut le commander chez son libraire, et c'est ce que j'ai fait, et on l'obtient en 4-5 jours. Oui. Bon, eh bien, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous, hein, franchement, beaucoup. Je confirme qu'on peut commander, Madeleine, et c'est assez rapide, chez le petit libraire du quartier. Oui, je m'en occupe. D'accord. Qui sont commencées aujourd'hui des choses essentielles, puisqu'elles sont encore ouvertes. C'est une bonne nouvelle, ça. Bon. Charlie, les albums voulaient encore intervenir, puisque ton micro est ouvert. Juste un mot pour dire que si vous n'avez pas encore lu ce livre, qui est un livre magnifique, commencez par lire 4 pages, 31 à 35. C'est un chapitre merveilleux et j'ai rarement lu un texte aussi beau sur l'État d'Israël et sur l'intérêt qu'il y a à aller en Israël. Mais ceci dit, l'ensemble du livre est aussi superbement intéressant. Merci, docteur, pour ce magnifique livre. Merci, Quand même. Bon, on peut...